on va passer à la pratique. Comment les marques se sont-elles adaptées? Comment agissent-elles auprès de leurs clients en quête d'achat responsable? On a pris 3 exemples dans 3 univers différents, la banque, l'alimentaire et la grande distribution. On va accueillir Cécile Riffard de la Banque Postale. Merci de venir sur scène. David Garbous pour Fleury-Michon et Bertrand Zwiderski pour Carrefour. Prenez place. Ah, vous êtes échappés. Ouais. On discute encore. Vous êtes échappés. Alors, vous êtes appelés. Ça serait bien de venir jusqu'à nous. Venez, venez. Voilà, on peut vous applaudir. Merci bien. Prenez place. Ah, vous êtes venus avec un petit sac. Vous avez fait vos emplettes. On va y venir dans un instant. Cécile Riffard, la Banque Postale est finalement assez jeune. Une douzaine d'années? Oui, 13 ans. 13 ans. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière sur la RSE? Alors, on ne peut pas vraiment parler de stratégie quand cette stratégie consiste à être nous-mêmes. En fait, la Banque Postale, c'est une banque publique, donc c'est la banque de tous, c'est la banque de chacun. Ça veut dire que c'est aussi la banque des clients fragiles, des plus démunis. Notre signature, c'est Banque et Citoyenne. On est les seuls à être vraiment citoyens. Vous pouvez aller dans n'importe quel bureau de poste avec 1,50 € en poche et ouvrir un compte bancaire à la Banque Postale. On est les seuls à pouvoir proposer ça. Donc du coup, cette responsabilité collective, ce souci de l'intérêt général, c'est au cœur de notre identité. Après, ça ne nous empêche pas d'être actifs et on se veut exemplaire. Par exemple, toujours auprès des clientèles fragiles, on a une plateforme de 38 conseillers qui s'appelle l'Appui. Et ces conseillers, justement, ils sont là pour aider les clients fragiles qui ont des difficultés à la fin du mois à calculer leur budget au plus juste pour pas après payer des pénalités bancaires. Donc là, c'est vraiment l'intérêt du client qui passe avant l'intérêt de la banque. On est là pour les aider. C'est un avantage ou un inconvénient d'avoir la RSE dans son ADN? C'est un énorme avantage parce qu'aujourd'hui, les intervenantes précédentes l'ont dit, c'est devenu une obligation pour les marques de prouver leur responsabilité et leurs actes en matière de RSE. C'est particulièrement le cas pour la banque parce que depuis 2008, il y a quand même une crise de défiance des banques qui a été extrêmement forte. Elles n'ont pas forcément une bonne image. Non, elles n'ont pas une bonne image. Ouais. Regardez le coefficient, là, il était de 5,2 quand on parlait de RSE pour les banques, c'est-à-dire qu'il y avait une propension quand même pour les banques à apparaître comme meilleures plus que d'autres secteurs. C'est aussi pour moi la trace de cette crise de défiance que les banques subissent encore. Et donc effectivement, la Banque Postale tire son épingle du jeu parce qu'on est postal. Donc il y a une confiance qui est intimement liée à la RSE. Quand vous avez confiance en une marque, vous êtes plus à l'écoute de ce qu'elle va vous dire. Mais toutes les banques se sont mises sur ce créneau. Est-ce que vous avez un problème pour vous démarquer, pour vous distinguer? Alors, notre problème n'est pas tant... Est-ce que vous arrivez encore à vous démarquer? On arrive fortement à se démarquer parce qu'on a ce passif extrêmement fort, public, qui fait qu'on est... Pour nous, c'est normal. Pour les consommateurs, c'est normal que la banque postale soit citoyenne. Notre enjeu, c'est un peu la différence avec d'autres secteurs et avec nos concurrents. C'est que là où nos concurrents cherchent à toucher le citoyen derrière le consommateur, nous, on cherche plutôt à toucher le consommateur qui est derrière le citoyen. C'est-à-dire qu'on a un énorme asset RSE. On est la banque qui inspire le plus confiance des Français. C'était dans un baromètre Harris Interactive du début de l'année. Mais aujourd'hui, on cherche à convertir cet asset RSE en commercial et on cherche à acquérir des clients avec cet asset-là. C'est plus dur de communiquer sur la RSE lorsque son métier, c'est la banque, c'est le service? Ouais, j'en suis convaincue. Et puis quand je vois mes camarades là qui vont montrer des choses tangibles, je pense qu'en matière de RSE, quand on est un service, forcément, c'est plus sensible, c'est moins sensible, le rapport à la consommation, il est plus distancé. Donc c'est plus difficile de se projeter. Et c'est encore plus difficile quand on est une banque, parce que quand on fait un choix d'arbitrage bancaire ou d'assurance, le prix n'est plus un levier parmi d'autres du produit, il est au cœur du produit même. On a les 2 tiers, les 3/4 des Français, peu importe les chiffres, qui disent qu'ils sont prêts à agir différemment en matière de consommation et à choisir des marques qui sont engagées. Le premier critère des Français pour choisir un crédit à la consommation, et dans notre secteur c'est extrêmement clé, un crédit à la consommation, derrière il y a un compte courant, derrière il y a une assurance emprunteur, et derrière il y a une assurance habitation, c'est le prix. Le marketing responsable de la Banque Postale, derrière ses produits auprès des plus démunis, en matière d'assurance, en matière d'ISR, d'épargne responsable, face à une proposition de crédit immobilier, ça pèse pas encore aujourd'hui beaucoup dans la balance. Vous, David Garbous, chez Fleury-Michon, quand et comment vous avez pris le virage de la RSE?
Je ne sais pas si on peut dire qu'on a pris le virage. En fait, on est une boîte, on est la deuxième marque la plus achetée en France, dans les hypermarchés, derrière Erta. Mais on est une boîte familiale et indépendante. Et ce que nous demande notre actionnaire, c'est de faire en sorte que à la génération d'après, Fleury Michon soit encore présent et développer une offre qui corresponde à l'époque. Et quand on raisonne à une génération, à 20 ans, on se dit que si on ne change pas de manière très très radicale le modèle alimentaire, notamment qu'on a construit collectivement depuis 50 ans, après la guerre, avec cette idée de nourrir tout le monde en grande quantité, le moins cher possible, on a plutôt bien réussi ça, mais on voit aujourd'hui les effets collatéraux que ces choix stratégiques ils ont imposés, que ce soit sur des sujets environnementaux, sur des sujets de santé publique, sur des sujets de bien-être animal. Et on a à 9 milliards d'habitants, il n'y a pas besoin de faire d'autres études, on sait qu'on ne pourra pas nourrir les gens de la même façon qu'on nourrit les gens aujourd'hui, notamment en France. Donc on a une révolution alimentaire à faire pour pouvoir proposer une alimentation toujours de très grande qualité, mais qui soit soutenable à l'échelle de 9 milliards. Donc quand on se place dans cette perspective, le sujet, c'est pas l'innovation, même si on y travaille beaucoup, du trimestre d'après, c'est comment est-ce qu'on fait, ça a été dit un petit peu ce matin, bouger de manière radicale l'offre. Et nous, c'est le chemin qu'on a pris. Alors ça fait partie des choses sur lesquelles il y avait des convictions dans l'entreprise assez tôt. On avait on fait basculer l'intégralité de notre offre jambon en label rouge dans les années 70. On a lancé des gammes bleu blanc cœur qui sont avec l'alimentation des animaux à la graine de lin en 2001. 2004, c'est les premières gammes bio. Il y a un jambon sur 2 en hypermarché aujourd'hui qui est un jambon Fleury Michon en bio. Donc il y a déjà cette courbe d'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a parlé beaucoup tout à l'heure des consommateurs, et moi j'entends souvent dire dans des assemblées comme ça ou dans les entreprises que les consommateurs sont un peu schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils déclarent vouloir des produits mieux-disants, bio, etc., puis qu'ils les achètent pas, que c'est une sorte de posture. Nous, on a, dans la charcuterie encore, pour prendre cet exemple-là, on a à peu près 50% de notre offre qui est soit en bio, soit en label rouge, soit en bleu blanc cœur ou sans OGM et sans antibiotiques, donc c'est une grosse partie du catalogue. Ces 50%-là font 10% de croissance moyenne depuis 3 ans, là où le reste de notre offre et du marché fait moins 2. Et pourtant, le rayon du jambon, je pense que c'est un peu l'archétype de tous les choix qu'on a fait là encore collectivement depuis 50 ans. C'est-à-dire que vous avez une espèce d'énorme vague rose quand vous arrivez dans ce rayon avec plein d'offres assez compliquées à trouver. Mais ça vous incite du coup à basculer totalement sur du bio, à accélérer la mutation? Oui, là l'enjeu c'est effectivement, il y a eu des étapes qui ont été construites, Elisabeth le rappelait tout à l'heure, il y a maintenant pour être encore plus lisible et encore plus, pour être là demain, il faut que cette transition elle s'accélère. La bonne nouvelle c'est que en fait les consommateurs sont en avance par rapport aux entreprises, et ils trouvent que nous, les distributeurs, les industriels, les banquiers aussi, on ne va pas assez vite par rapport à ces enjeux-là. Ça, c'est le retour que vous avez de la part de vos clients. C'est le retour qu'ils nous font, et objectivement, voilà. Quels sont les freins alors? Si on prend l'exemple du bio, si vous avez une clientèle qui vous disent, allons plus vite. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous freine vous? Pourquoi vous ne cherchez pas à rattraper cette demande? C'est des changements qui sont colossaux, en fait, des changements, des investissements, des approvisionnements qu'il faut remettre en place, des investissements industriels qu'il faut consentir qui supposent de changer énormément de choses. C'est passionnant, c'est enthousiasmant pour les équipes et c'est gagnant d'un point de vue consommateur, mais c'est une étape, et c'est ce chemin-là que la communication aussi elle doit accompagner, pour expliquer que c'est un mouvement permanent et continu d'amélioration, mais on peut pas, si c'était aussi simple que claquer des doigts, l'ensemble des entreprises y seraient arrivées. Voilà, ce qui est important de se dire, c'est que quand on s'y met, et je sais à quel point c'est compliqué, Bertrand en parlera sans doute, de changer comme ça de manière radicale des process, il y a un gain économique et un gain en termes d'image qui est extraordinaire, et c'est la condition de survie des entreprises pour les 20 prochaines années. Vous avez récemment dû affronter des cas de maltraitance dans un élevage de porc. Quelles conclusions vous en avez tirées? En fait, nous, depuis 2014, on a dit aux gens en communication, ne nous croyez pas sur parole, venez vérifier par vous-même. Ouais. Donc on a emmené d'abord sur le surémis des gens en Alaska pour leur montrer que c'était pas fait avec des yeux de Bernard l'ermite
et les arêtes. Et ça a extrêmement bien marché. Et on a fait la même chose sur le cochon à partir de 2015, parce que l'élevage de porc, c'est quand même un peu l'archétype justement de ces choix collectifs qu'on a fait depuis 50 ans, spécialisés dans une région, élevage intensif, avec des effets collatéraux sur l'environnement. Donc on a dit finalement, pour changer les choses, il faut montrer d'où on part. Et on a emmené des gens effectivement dans ces élevages en montrant les cahiers des charges qu'on mettait en place et l'évolution qu'on souhaitait faire. Et puis effectivement, il y a une semaine, il y a une association on va dire de protection ou de défense des animaux qui est venue de nuit dans ces élevages sans demander à rencontrer l'éleveur ou quoi que ce soit, qui s'est étonné qu'il n'y ait pas de lumière naturelle pendant la nuit, etc. Bon, on a géré, c'était une crise. On leur a dit qu'on faisait le même travail, que nous on voulait montrer d'où on partait pour faire évoluer les choses. Après ils considèrent qu'on va pas assez vite, qu'on va pas assez loin, qu'on est des salauds. C'est la vie. Mais la transparence, mais le fait de ça reste une réalité de pouvoir discuter, de pouvoir poser les choses, c'est fondamental. Oui. La data, c'est un outil pour vous ou pas ? Oui, après, la data, c'est un outil qui va nous permettre de délivrer les messages aux personnes au bon moment. On a, pendant des années, sur des campus de ce type-là, parlé de la ménagère de moins de 50 ans. Chercher à intercepter un discours, enfin une émotion. Nous, on travaille avec TF1 notamment de manière différente depuis 4 ans, où on essaye effectivement d'aller cibler les consommateurs sur leur centre d'intérêt au moment où ils se questionnent sur les sujets avec les émissions associées. Et on a des impacts beaucoup plus forts sur nos campagnes depuis qu'on fait ça. Bertrand Zwiderski, directeur de la RSE chez Carrefour, avant de voir ce que vous nous avez amené, vous avez créé Act for Food. C'est un programme d'action concrète pour mieux manger sans payer plus cher, si on doit résumer à gros traits. Est-ce que, avec Act for Food, vous êtes dans l'anticipation? Est-ce que c'est déjà une demande bien réelle de la part de vos clients? Alors, en effet, d'abord, est-ce que vous êtes en avance ou est-ce que vous êtes en retard? Il faut pas être trop en avance. Ouais. On a tous dans le mythe cette idée qu'un jour, un distributeur a essayé d'enlever le carton du dentifrice et a perdu 30% de ses ventes. Nous, on a essayé dans une dizaine de magasins de supprimer la courgette et la tomate bio d'hiver. Donc on a essayé de la supprimer. Ça n'a pas été si simple. Pour nous, ça nous semblait évident que tomates et courgettes en plein hiver en bio, ça donnait pas de sens dans la transition alimentaire. Figurez-vous que le consommateur le voit pas de la même façon et c'est pas si simple que ça. Donc je dirais que pour répondre à votre question, vous les avez remis en rayon? On les a pas remis dans le rayon, on va continuer, etc., mais personnellement, et en discutant avec beaucoup de parties prenantes, on pensait que ça allait être beaucoup plus mécanique que ça, beaucoup plus systématique. Je vous confirme, ça ne l'est pas. Et la ratatouille bio à Noël a encore une grande vie devant elle. Alors, montrez-nous ce que vous avez apporté. D'abord, et surtout pourquoi. D'abord, je vais vous dire pourquoi j'ai ramené des produits. Parce que ce que l'on veut dire avec Act for Food, ce que Alexandre Montpart, notre patron, a donné comme feuille de route, c'est la transition alimentaire pour tous. Et Act for Food, le mot acte est important, ça veut dire que arrêtons les longs discours, etc. Le constat est fait. Et je pense qu'avec Fleury Michon, on partage vraiment cette position. Le constat est fait, maintenant il faut agir concrètement en magasin, au bon tempo, au bon moment. Le bon moment aujourd'hui, vous connaissez le sujet du bon moment aujourd'hui? Vous le savez ou pas? Non. Le plastique. Ouais. Le plastique est devenu un truc incroyable. Ça veut dire que, on ne sait pas pourquoi, mais dans tous nos pays dans lesquels nous sommes présents, en moins d'1 an, c'est devenu un irritant absolu pour le consommateur. C'est vrai que nous, ça fait 2-3 ans qu'on y travaille, mais on n'avait pas imaginé l'intensité de la campagne contre le plastique, et surtout que le consommateur, lui, n'en veut plus. Et je vais vous montrer des produits. Je vais vous montrer un produit tout simple. Hop. Pardon. La banane. Ouais. Banane bio-équitable, nous on la lance il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est 1/3 de nos ventes. Quand on la lance il y a 4 ans, on me propose en plastique comme ça. Très bien, je fais le pack, etc. C'est ce qui a fait la réussite de ce projet. Aujourd'hui, les clients, ils me disent non, on la veut, mais sans plastique. Et donc, gros challenge, comment vous faites ça sans plastique? Vous devez vous séparer du bio, le bio du conventionnel. Vous ne pouvez pas avoir une bio conventionnelle et une banane conventionnelle et une banane bio. Donc, il faut quand même trouver un emballage. Il faut séparer. Il faut séparer physiquement. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a supprimé ce plastique. Donc là, je vais vous faire la démonstration. On a supprimé ce plastique et on a réussi à trouver une ceinture qui permettait de les maintenir ensemble par 5 et de réussir à les séparer du bio et du conventionnel. Et là, d'un seul coup, dès qu'on la sort dans un magasin, les ventes repartent à la hausse.
Donc vous voyez que la demande, elle évolue, et la demande du sang plastique, elle évolue. Ça, quand on supprime ça, c'est 20 tonnes de plastique. Ça, c'est déjà opérationnel dans l'ensemble de vos magasins? Alors, non, ça arrive au fur et à mesure, au fur et à mesure des arrivages. Je sais que la banane, elle pousse loin, et elle arrive en bateau, et elle est mûrie ici sur place, et donc tout ça, ce process, prend un peu de temps. Mais quelque chose qui est déjà en magasin. Déjà en magasin, la banane arrive progressivement. Celui-là. Ouais. Tout le monde l'imagine dans un magasin en plastique. Vous vous souvenez là tous? Un concombre. Vous voyez ce concombre en plastique horrible là? Il y a 3 ans, on me disait rien là-dessus. Rien du tout. Maintenant, on ne supporte pas de voir le concombre dans du plastique. Donc on l'a supprimé. Le supprimer, c'est complexe. Parce que les machines qui faisaient ça, elles étaient bien calibrées pour mettre le plastique, etc. Aujourd'hui, on leur demande de le faire différemment. Pour le bio, vous allez voir, on va le ceinturer avec une ceinture en carton. Mais vous imaginez industriellement comme c'est compliqué? Là, ça passe dans un sens différent. Et je vous montre un autre exemple. Tout le monde voit les courgettes bio dans un magasin. Vous voyez, elles sont sous plastique. On a pris un engagement dans Act for Food de 100% d'emballage recyclable, réutilisable ou compostable avant 2025. Avec un axe clé, le plastique, et le plastique dans le bio. Donc les fruits et légumes bio. Donc vous voyez, on va tenter de vendre les 4 courgettes dans un emballage 100% carton. Mais le challenge, il est de taille. Parce que ça, l'idée, nous, on peut tous la partager, 100% carton, très bien, ce sera beaucoup plus simple. Mais pour l'industriel, et là on en discutait avant, pour l'industriel, c'est complexe. Ça veut dire que toute sa chaîne doit changer. Ça veut dire que cette petite boîte qui a des ailettes là, elle n'est pas du tout adaptée au schéma industriel. Donc, en fait, le changement, la transition dont vous parlez, la vitesse de transition, le consommateur en veut, et vous avez vu. Mais ça se fait pas d'un claquement de doigts. Mais ça se fait pas d'un claquement de doigts. Ouais. Et on doit le faire tous ensemble. Ouais. Et tous ensemble, et là on est peut-être entre communicants, on a cette histoire à raconter de cette transition qui doit être pour tous, qui doit pas être pour une élite, qui doit vraiment essayer d'emmener le maximum de consommateurs, et elle se fera avec les consommateurs, c'est eux les patrons, mais aussi avec nos industriels, nos fournisseurs, et avec l'ensemble de l'écosystème. Bertrand Swiderski, quels sont les résultats de ce positionnement sur le business et sur l'image du groupe Carrefour, de l'enseigne Carrefour? Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on voit une évolution de l'image plutôt positive. Je vous avouerai que c'est pas non plus une courbe complètement incroyable. Mais c'est indispensable en fait. C'est indispensable. Par contre, on a une attractivité pour les jeunes. Donc on sent que l'entreprise Carrefour est plus attractive du fait de cette stratégie de transition alimentaire pour tous, pour attirer les jeunes talents qui se projettent mieux dans notre entreprise parce qu'on a ce type d'engagement. Ça m'intéresse quand vous dites les jeunes. C'est les jeunes qui sont en demande avant leurs parents? Bien sûr, les jeunes talents, on a une génération aujourd'hui qui est très en demande. Mais un jeune, c'est quoi? C'est moins de 30 ans ou c'est encore plus jeune? Moi, je me considère assez jeune. Hein. Donc tout ça, c'est subjectif. On va dire les jeunes entrant dans l'entreprise. Les jeunes entrant dans l'entreprise, que vous soyez un quarantenaire jeune dans votre tête et qui a envie de travailler dans une entreprise en donnant du sens. Cette quête de sens, vous savez... Vers 40 ans, il y a une petite quête de sens là. Ces jeunes-là, en recherche de sens, etc., se retrouvent dans une entreprise qui acte concrètement. Et ça se ressent aujourd'hui. Ça se ressent aujourd'hui. C'est demander si tout ça c'est bien réel. Si on doit conclure chacun, quel est le message clé qui doit être retenu ce matin? Le consommateur citoyen, il est en train d'évoluer. Il a encore plein de paradoxes en fonction des secteurs, en fonction de ce qu'il achète. Donc c'est un champ passionnant d'analyse pour tout le monde. Pour les communicants, c'est extrêmement challengeant. David Garbous. Moi, je pense que on a bien expliqué que le sujet était en marche, qu'on n'allait pas assez vite quand on est regardé de la part des consommateurs. Je pense qu'il y a une tentation quand on est en communication à éviter, c'est d'opposer les modèles, de dire moi je suis vertueux, les autres sont des nuls. On a collectivement construit le système tel qu'il est aujourd'hui, on doit collectivement en sortir. Et il faut proposer des choses qui sont engageantes, positives dans l'innovation. C'est une formidable remobilisation de l'intelligence et de la sobriété collective qu'il faut mettre en place. Et voilà, la communication doit aider à faire ça et donner envie effectivement de faire cette transition. Alors oui, mais là David me prend la conclusion que je voulais faire, mais donc je vais essayer d'en inventer une nouvelle, mais non. Collectif, ouais. Je pense qu'on l'a joué beaucoup trop perso.
beaucoup trop perso, entreprise par entreprise. Maintenant, la nouvelle compétition, elle est collective. Comment deux entreprises, Fleury-Michon et Carrefour, peuvent mettre sur le marché quelque chose de nouveau, changer le rayon et emmener l'ensemble des autres. Donc, et je pense que la communication, elle doit nous aider à une démarche beaucoup plus collective, et c'est ce qui créera la confiance. La confiance, on la crée pas quand on dit « je suis beau ». Ça, on sait que tout le monde pense qu'il est beau. Je pense que c'est cette démarche où on intègre des tiers avec nous, et cette communication avec des tiers qui fonctionne. Regardez C'est qui le patron. Quand on lance C'est qui le patron, ouais, on en a parlé. on lance pas Carrefour crée C'est qui le patron. On lance une démarche qui est externe à nous, qui prend une ampleur, et après on dit écoutez les autres distributeurs, faites-le aussi, parce que c'est seulement si tout le monde s'y met qu'on va réussir à créer quelque chose qui a du sens. Donc je pense que ça c'est peut-être les nouveaux modes de communication. Et autre chose, il faut vraiment positionner le consommateur dans sa puissance et dans son rôle de patron. Et pas essayer de lui pousser des choses, essayer de faire que c'est bien sa demande à lui que nous on illustre, et on illustre au travers du partenariat. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On peut vous applaudir. Il faut ranger vos courses maintenant. Merci à tous les trois d'être venus jusqu'à nous.